millions d'années. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 0 des YDMA, remis à jour et garanti sans la connerie des premières vidéos de la chaîne. Tu veux dire tes débuts à la puissance 1000? Super, bonne ambiance, c'était pas la peine de commencer tout de suite parce qu'aujourd'hui, on va pas faire dans la simplicité étant donné qu'on va faire de la physique, de l'astronomie et un tout petit peu de géologie. Non, en fait que dalle, puisque cet épisode est un épisode 0, tout bonnement parce que la vidéo originelle couvrait une période qui allait au-delà du précambrien, ce dernier étant, à proprement parler, une période géologique de l'histoire de notre planète. Cependant, comme le sujet de l'évolution de notre univers avant la naissance de la Terre est tout de même assez intéressant, je lui dédie un épisode à part. Donc si la géologie et la paléontologie vous intéressent un peu plus que les étoiles et le cosmos, l'épisode réellement focalisé sur le précambrien arrivera sous peu. Genre dans 6 mois. Mais trêve de bavardage, rentrons directement dans le vif du sujet en remontant il y a plus de 13,82 milliards d'années, un nombre très difficilement visualisable pour vous comme pour moi et qui est la date actuellement supposée du début de l'histoire. À cette époque, la gigantesque entité qu'est notre univers actuel avait une taille minuscule à l'autre bout de l'échelle du grand écart, puisqu'encore une fois, théoriquement, sa taille était à une échelle subatomique, tout ce qui se forme dans notre monde moderne étant emprisonné dans cette minuscule bouboule. Et là, pour une raison qui nous échappe encore, se passe ce qu'on appelle le Big Bang. Beaucoup de gens se visualisent le Big Bang comme une gigantesque explosion, mais c'est une vision erronée et complètement à côté de la plaque de la chose. Parce que dites-vous bien que considérer le Big Bang comme une explosion classique voudrait dire que la petite bouboule en question aurait explosé. Et étant donné que la boule en question était grossièrement notre univers, vous comprendrez que voir ça comme une explosion, ça voudrait dire que notre univers serait mort-né. Et vu que je fais cette vidéo et que vous êtes là pour la voir, ça serait un poil compliqué. En réalité, le Big Bang correspond à une croissance hyper rapide de l'univers, sa taille passant donc d'une échelle subatomique à une taille tout à fait respectable et imaginable, que je ne saurais vous donner étant donné qu'on risque de dépasser le quota international d'informations approximatives et incomplètes pour cet épisode. Juste, tu viens de l'inventer pour avoir moins de recherches à faire, on est d'accord? Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Les conséquences de cette expansion rapide se ressentent fort heureusement jusqu'à actuellement, mais plus l'on remonte dans le temps et plus les événements importants sont proches temporellement, la première seconde en étant tellement riche que je pourrais sans problème faire la moitié de la vidéo dessus en détaillant chaque événement. Et pour ça, j'espère que vous êtes familiarisés avec les puissances de 10, sinon je vais refaire un peu le même speech qu'au dernier à peu près science, à savoir que le nombre de la puissance correspond au nombre de fois qu'on multiplie par 10. 10 au carré, 10 à la puissance 2, étant égal à 100 pour l'exemple. Mais que lorsqu'on passe du côté des puissances négatives, c'est par combien de fois on va diviser par 10. Donc, pour ne pas trop vous déstabiliser pour cette entrée en matière, et tout en restant dans les unités de temps, 1 fois 10 puissance moins 1 seconde, ça vaut 0,1 seconde. Donc, 1 dixième de seconde, et ainsi de suite. 10 puissance moins 2, c'est 1 centième de seconde, 10 puissance moins 3, 1 millième de seconde, etc. Résultat, la première étape de cette seconde se situe à 10 puissance moins 43 secondes. Ouais, ça fait beaucoup de fois divisé par 10. À ce très bref instant, c'est le cas de le dire, la force gravitationnelle diverge de la superforce originelle, devenant de ce fait la force électronucléaire. Vous n'avez rien compris? Normal, c'était fait pour. J'en ai parlé très brièvement dans l'à peu près science sur Star Wars partie 2, mais c'est bien beau de connaître tous les éléments qui existent dans l'univers, mais il ne faudrait pas non plus oublier que sans énergie ou force fondamentale, l'existence de notre monde serait un petit peu merdique. Et si quand on vous parle d'énergie, vous arrivez un peu à situer son utilité dans la cohérence de notre univers, du genre la construction de molécules ou encore le fait que si on fait cramer quelque chose, ça va produire de la chaleur parce qu'il y a libération d'énergie, les forces fondamentales, ça ne vous botte peut-être pas tellement. Et pourtant, elles sont on ne peut plus importantes. Il y en a basiquement 4 qui, à l'origine de l'univers, étaient concentrées en une seule entité qu'on appelle la superforce originelle. Et la première à diverger, vous devriez donc à peu près situer, puisqu'il s'agit de la force gravitationnelle qu'on appelle communément gravité ou gravitation. C'est la force la plus facile à observer puisque c'est elle qui régit les interactions entre les corps massifs.
le tout dans une fourchette relativement large puisqu'on peut y caser dedans des gouttes d'eau, des pommes, des chats, des humains, des crocodiles, des rochers, des baleines, des planètes, des étoiles, des trous noirs. En gros, plus l'échelle est petite, plus son influence décroît. Par exemple, elle ne s'applique quasiment pas sur le noyau d'un atome puisque c'est le job de l'interaction nucléaire forte. Deuxième à diverger de la mixture à 10 puissance moins 35 secondes. Celle-là, c'est le quasi opposé de la gravitation, puisque c'est grâce à elle que les noyaux atomiques peuvent exister, étant donné qu'elle assure la cohésion entre les nucléons qui le composent. Pour rappel, un nucléon, c'est soit un proton chargé positivement ou un neutron sans aucune charge, les deux ayant presque la même masse, et que sa portée ne va pas au-delà de 10 puissance moins 15 mètres. Ça fait vraiment pas grand en effet. En plus de ça, ce 10 puissance moins 35 secondes coïncide avec un événement qui a lui, ma foi, une importance assez cruciale pour notre univers tel que nous le connaissons, puisqu'il s'agit du début de son inflation. Alors à l'époque, j'avais fait une blague de merde en la comparant à l'inflation économique que nous connaissons, mais dans l'esprit, c'est un petit peu ça, une croissance qui se poursuit en plus ou moins continu depuis son départ, et pour l'univers, elle est encore observable aujourd'hui, puisque c'est elle qui éloigne progressivement les galaxies les unes des autres, pour ne citer qu'un exemple à grande échelle. Troisième étape à 10 puissance moins 11 secondes où le restant de la superforce originelle se sépare enfin en les deux dernières interactions manquantes. L'interaction nucléaire faible, responsable de certains types de radioactivité naturelle, la radioactivité bêta et alpha. Pour situer, c'est en gros là qu'on peut situer le fameux carbone 14. Et l'interaction électromagnétique, qui comme les autres a son importance étant donné que c'est elle qui agit, pour caricaturer, entre la gravité et la nucléaire forte. À l'échelle de l'atome, c'est elle qui maintient la cohésion entre les plus et les moins, les protons et les électrons. Si on augmente l'échelle, c'est elle qui permet aux molécules de se former, etc. Je pense que vous avez compris son intérêt. Non? Eh bien sans elle, vous ne seriez pas un être humain à la constitution physique complexe et posté sur deux jambes, mais un tas de matière quelconque au sol. Donc oui, elle a un certain intérêt, étant donné que c'est elle qui permet que les êtres vivants, les objets, bref, que des choses puissent exister sans que la gravité n'impose sa dictature à tout le monde. C'est aussi elle qui est à l'origine de l'attirance de deux aimants ou du champ magnétique terrestre. Bon, à partir de maintenant, on peut recommencer à s'exprimer sans puissance puisqu'on se situe au premier 100 millième de seconde. Remarque, je suis pas sûr que ce soit mieux. Là aussi, comme pour les autres fois, ça a son importance, puisque les protons et les neutrons se forment. Pour rappel, ça, atome, ça, noyau atome, ça, proton, ça, neutron. Pour les protons, il s'agit d'un assemblage de 3 quarks, actuellement considérés comme les plus petites choses de la matière. 2 up et 1 down. C'est quasiment pareil pour les neutrons, à ceci près que cette fois, c'est 2 down et un seul up. Cette différence de constitution leur donne deux différences majeures. La première, c'est que le neutron n'a pas de charge électrique. Il sert en gros de colle entre les protons, qui sont de même charge et qui de ce fait se repoussent. Et aussi, le neutron est un poil plus lourd que le proton, d'une toute petite différence de l'ordre de 0,14%. Et enfin, jusqu'à une seconde, c'est la quasi-disparition de l'antimatière au profit de la matière ordinaire. Cette grosse bataille s'est produite pour une raison toute simple qui est que, comme leur nom l'indique, la matière et l'antimatière sont un peu le reflet l'une de l'autre, à ceci près que lorsqu'elles sont mises en contact, elles s'annihilent l'une et l'autre. C'est en partie ce genre de choses qui sont faites dans des accélérateurs de particules, comme le LHC franco-suisse. Et comme je sais que vous êtes friand de reconstitution historique, voici comment ça s'est passé. Bon, alors, on a fait plus de 2 minutes pour parler de seulement une seconde de l'histoire de l'univers, où s'est passé, je résume brièvement, l'apparition de l'univers tel qu'on le connaît, la différenciation d'une superforce unique en les 4 interactions fondamentales qui permettent que notre monde ne se casse pas la gueule aujourd'hui, l'apparition des constituants de base des atomes et le début de la domination actuelle de la matière sur l'antimatière. On pourrait arrêter la vidéo là, non? Sûrement pas. 3 minutes plus tard, la plupart des noyaux d'hydrogène et d'hélium trouvables dans l'univers étaient formés. Il a fallu attendre près de 380 000 ans pour qu'un nouvel événement majeur se produise. En effet, jusqu'alors, l'univers avait beau avoir grandi, il était encore très dense, et les électrons ne s'étaient pas encore liés au noyau pour donner des atomes. Eh bien, c'est chose faite à plus 380 000 ans où les premiers atomes, les premiers trucs qui soient électriquement neutres de l'univers, apparaissent. C'est à ce moment-là que la lumière se propage enfin, un gigantesque flash étant émis, et on en a encore une trace aujourd'hui. Si, vous voyez. Non, pas le rayonnement fossile, ça c'est le Big Bang. Ah oui, le fond diffus cosmologique.
C'est bien cette carte qui, à chaque fois qu'elle est renouvelée, fait la une des infos pour 3 secondes, nous renseigne sur comment était l'univers dans son enfance. Comment ? Eh bien c'est simple. Sur cette carte qui date de 2008, je l'ai prise pour la compréhension des couleurs, les zones de couleur froide correspondent à des zones entre guillemets de faible densité, alors que des zones jaunes ou rouges par exemple correspondent à des endroits plus denses. Alors dit comme ça, c'est sûr que c'est un peu osef, mais ces zones denses correspondent à des regroupements de matière sous l'effet de la gravité. Des masses de gaz gigantesques de la taille d'une galaxie. Et oui, ces grands nuages sont en quelque sorte des proto-galaxies qui, avec l'apparition des premières étoiles et leur fusion avec d'autres grands nuages, vont finir par devenir les galaxies que nous connaissons. C'est ainsi qu'au fur et à mesure des milliards d'années, plusieurs générations d'étoiles vont se succéder et transformer une infime part de l'hydrogène en des éléments plus lourds, comme la fameuse combinaison CHON pour carbone, hydrogène, oxygène et nitrogène, l'azote en anglais. Les planètes ne viennent pas tout de suite, la première génération d'étoiles commençant tout juste à produire des éléments servant à leur future fabrication. Certains d'entre vous doivent le savoir, mais la production d'éléments dans une étoile n'est pas infinie, elle s'arrête au fer, le reste devenant trop lourd même pour une étoile gigantesque. Seule sa mort, une supernova, peut libérer une énergie assez puissante pour créer des éléments plus lourds tels que le cuivre ou le nickel. Cependant, et on en a la quasi-certitude depuis peu, l'or ou l'uranium, des éléments extrêmement lourds, ne peuvent pas être produits dans ces explosions, mais dans des collisions d'étoiles à neutrons, des cadavres d'étoiles hyper denses qui fourmillent d'une énergie inimaginable. Et suite à toutes ces naissances, explosions, l'univers se remplit progressivement de nouveaux éléments qui se retrouvent, il y a 4,6 milliards d'années environ, à 28 000 années-lumière du centre galactique de la Voie lactée, dans une nébuleuse planétaire. Cette nébuleuse va, pour une raison encore indéterminée, commencer à s'effondrer sous son propre poids, de plus en plus de matière se rassemblant à un même endroit. La gravitation va accélérer de manière exponentielle le processus, de plus en plus de matière se rajoutant à ce même point. Et au bout d'environ 100 000 ans, la nébuleuse finit par s'effondrer sur elle-même complètement et tourne sur elle-même de plus en plus vite, au point que le tout commence à s'aplatir avec un enflement qui concentre la majorité de la matière et qui, surprise ou pas, se met à briller. C'est bien l'embryon du Soleil, et c'est généralement la manière dont se forme une étoile, par concentration de gaz qui, à force d'être de plus en plus serré, commence à bien se heurter et à dégager de l'énergie sous forme de lumière et de chaleur, ce qui déclenche la fusion nucléaire qui alimente actuellement notre étoile avec la première réaction de ce type qui transforme de l'hydrogène en hélium. Alors vous avez peut-être entendu cette histoire des dizaines de fois, mais la fusion nucléaire, c'est pas de la magie étant donné qu'il faut toutes ces étapes pour passer d'un noyau d'hydrogène à un noyau d'hélium. Après 10 millions d'années de gestation, le Soleil vient enfin au monde clairement. Il concentre la grande majorité de la matière de la nébuleuse originelle. Pour vous donner un ordre d'idée, on touche aujourd'hui sur près de 99,9%. Le reste se met en orbite autour de l'étoile, et des couches successives commencent à se distinguer. Alors si au départ la chaleur est telle qu'il est tout bonnement impossible d'espérer voir des éléments sous forme reconnaissable, à partir de 2000 degrés, des minéraux commencent à se condenser, puis à 1000 degrés, c'est autour des métaux et des roches à base de silicium. Cependant, il existe ce qu'on appelle la ligne des glaces, qu'on pourrait situer sans donner de chiffres précis entre l'orbite de Mars et de Jupiter. Elle va reculer par la suite jusqu'aux environs de l'actuelle place de Jupiter, et il s'agit d'un point où les gaz se changent instantanément en matière solide, en glace, à cause du manque de température. Résultat, on se retrouve avec en première ligne pour caricaturer du solide et à l'arrière du gaz. Vous commencez à voir le système solaire se dessiner maintenant ? On va d'abord s'intéresser aux géantes Jupiter et Saturne parce qu'elles auront une assez grande importance sur le reste. Même si aujourd'hui ce sont les plus gros astres du système solaire, leurs débuts sont loin d'être spectaculaires. À la base, dans le disque protosolaire, on trouve des milliards de petits grains de poussière qui tournent autour de l'étoile. Sauf que comme on l'a vu plus tôt, il y a une interaction fondamentale qui s'occupe des corps trop petits pour être uniquement régis par la gravitation, la force électromagnétique. Et dans ces fonctions, on peut donc noter les liaisons entre atomes pour former des molécules et aussi ce qu'on appelle les liaisons de Van der Waals. Au moins vous aurez eu votre dose de mots compliqués pour aujourd'hui. Dans une molécule, les charges s'équilibrent, certes, c'est le principe, mais si je prends la molécule d'eau, les charges électriques des hydrogènes sont légèrement un tout petit peu plus attirées par l'oxygène, ce qui crée un tout petit déséquilibre minuscule de rien du tout, mais suffisant pour que les molécules fassent des structures complexes comme celle d'un flocon de neige en s'attirant les unes les autres. Et c'est à peu près la même chose pour nos grains de poussière,
qui entre voisins s'attirent mutuellement jusqu'à grossir et atteindre quelques centimètres où cette fois-ci ils s'attirent grâce à la force électrostatique. Et la taille des agrégats fait en sorte que la pression des gaz devient de plus en plus importante, augmentant l'efficacité de la capture de nouvelles particules. Et ce n'est qu'enfin, une fois que les corps ont atteint une taille significative, que la gravité est seule à agir. C'est donc de cette manière que Jupiter et Saturne se forment. En moins de 10 millions d'années, oui c'est extrêmement rapide pour des planètes d'une taille pareille, Jupiter attirant à elle par exemple toute la matière environnante en tournant sur elle-même. Et en chopant même un peu trop puisqu'elle atteint au final 318 masses terrestres, contre seulement 95 pour Saturne, un peu plus loin et s'étant formée avec un peu plus de retard. Uranus et Neptune subissent à peu près le même processus, à ceci près qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de matière, ce qui fait que Neptune fait 17 masses terrestres et Uranus 15. Pour des planètes gazeuses, ça peut vous paraître beaucoup, mais c'est pas vraiment gigantesque. De leur côté, les planètes telluriques commencent à se former sur le même modèle, avec un peu plus de collisions, étant donné que dans cette zone proche du Soleil, la matière est beaucoup plus concentrée, sauf que Jupiter va venir foutre la merde. En effet, si vous suivez les découvertes d'exoplanètes, vous savez peut-être qu'une bonne partie d'entre elles sont des géantes gazeuses, plus faciles à détecter, mais que certaines sont très proches de leur étoile. Ces découvertes concernent souvent des grosses étoiles en fin de vie, mais pour certaines, une hypothèse est née, c'est que dans des systèmes jeunes, les planètes ont des orbites assez instables, et l'application à notre système permet, en plus de faire un gros scénario catastrophe, d'expliquer certaines bizarreries de notre système solaire, du genre pourquoi Mars est aussi minuscule, pourquoi Mercure a un noyau aussi gros, ou encore pourquoi est-ce que la ceinture d'astéroïdes se compose de deux types de corps qui n'ont rien à voir au premier abord. Jupiter, en attirant le gaz, perd une petite part de son énergie, qui est cédée au gaz, qui lui aussi attire la planète. Et le résultat est que Jupiter, gigantesque monstre nous protégeant aujourd'hui des astéroïdes venant de l'extérieur, plonge vers le centre du système solaire. Et un truc d'une taille pareille ne se déplace pas comme ça sans conséquence. Des centaines d'astéroïdes, si ce n'est plus, sont entraînés dans le sillage de Jupiter, qui au passage dérègle les orbites des planètes telluriques nouvellement formées, certaines étant probablement balancées dans le Soleil. Jupiter finit même par arriver au niveau actuel de Mars, et c'est finalement grâce à Saturne que la situation va revenir à la normale. En effet, elle a, comme Jupiter, commencé dès que sa taille devenait respectable, à glisser vers le Soleil. Sauf que Jupiter était là aussi, et que les deux planètes vont, au fur et à mesure de leur révolution consécutive, s'influencer mutuellement et amorcer un léger mouvement de recul, qui va s'amplifier jusqu'à ce qu'elle regagne une orbite sans danger pour les planètes telluriques. C'est la théorie du grand virement de bord, qui en réalité est beaucoup plus complexe que ça, mais dont j'ai juste résumé le tronc du principe. Cette petite escapade n'aura pas été sans séquelles, puisque Mars, à l'extrémité de l'anneau de matière et très proche de Jupiter et de son influence, s'est formé de justesse. Mercure aussi a bouffé pas mal, une collision théorique ayant dégagé la grande majorité des couches supérieures de la planète. Cette théorie vient d'un constat des observations de la planète où l'on a remarqué que le noyau métallique fait grossièrement 75% du diamètre planétaire. Ça a l'air de rien, mais même à côté de la Terre qui a un noyau de 3000 km, ça fait vraiment beaucoup. Et enfin, pour en revenir aux astéroïdes entraînés dans le sillage de Jupiter, la ceinture entre Mars et Jupiter se compose depuis d'astéroïdes dits secs, composés de roches et de métaux, en première ligne, puis dans la foulée de corps glacés typiques de ce qui s'est formé loin du Soleil. Elle a néanmoins été complètement vidée de sa matière, la plupart des corps ayant été projetés dans le système solaire interne. Et en parlant de ce système solaire interne, 4 planètes sont donc sorties plus ou moins indemnes du gros bordel cosmique de Jupiter. L'une d'entre elles se situe à 150 millions de kilomètres et est la future Terre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment et appris des choses, pouce bleu, sinon vous avez l'alternative du pouce gris bien entendu. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de partager si vous le pouvez, c'est très important. Et aussi si mon travail vous intéresse et que vous souhaitez suivre le reste de mes créations, vous pouvez bien entendu vous abonner à la chaîne. Sur ce, c'était Moss. À la prochaine pour une autre vidéo.